Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle édition des Décrypteurs. Pendant une heure, nous allons passer au crible l'actualité du jour avec nos invités et nos spécialistes. Mais avant, je voudrais vous parler de courage. Le courage, c'est selon le Larousse, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Pour moi, le courage, c'est Masih Alinejad. Elle est journaliste et opposante iranienne en exil. Hier, elle était au siège de l'ONU à l'occasion du 18e sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie. Regardez. Dans mon pays, en 24 heures, ils ont tué 40 000 personnes en Iran. Et moi, je suis aux Nations Unies pendant que les tueurs se promènent ici. Je n'arrive pas à croire que les dirigeants des pays européens ne ressentent aucune culpabilité en serrant la main des responsables de la République islamique. Les mains pleines de sang. Honte à vous. Le courage, c'est ça. C'est Masih Alinejad qui rappelle que le régime d'Eola n'est pas un interlocuteur, mais une machine à massacrer. Le courage, c'est Masih Alinejad venu mettre l'ONU devant sa propre hypocrisie. On ne peut pas défendre les droits humains tout en laissant siéger, sourire et parler ceux qui les piétinent. Masih Alinejad et tous les courageux Iraniens qui se dressent contre la tyrannie dans leur pays nous rappellent une chose essentielle. Le monde manque cruellement de courage. Il ferme les yeux devant les véritables régimes génocidaires. Ces Iraniens nous rappellent que dans cette région et dans ce monde, le courage n'est pas un slogan, c'est une question de survie. Le peuple juif le sait pertinemment et c'est sans doute ce qui lie si étroitement Iraniens et Israéliens. Nous aurons évidemment l'occasion de reparler de l'Iran dans cette émission. Mais avant toute chose, les titres de ce mercredi 18 février. Bonsoir Christopher Barolin. On fait ensemble le tour de l'actualité du jour. Bonsoir Mary, bonsoir à tous. Premier titre de l'actualité, encore et toujours l'Iran, avec encore et toujours deux sons de cloche ce soir. D'un côté, la diplomatie, avec Téhéran et Washington qui affirment toutes deux que des progrès ont été réalisés hier lors d'une nouvelle séance de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis. Et de l'autre, la menace militaire. J.D. Vance, le vice-président américain, a affirmé que les Iraniens n'acceptaient pas certaines des lignes rouges imposées par les États-Unis. En parallèle, des sources ont indiqué à Axios qu'une opération militaire américano-israélienne serait, je cite, plus proche que les Américains ne le pensent. Il s'agirait, selon le média américain, d'une campagne massive et non d'une opération ciblée comme celle menée au Venezuela. Elle pourrait durer plusieurs semaines avec des conséquences importantes pour les 3 dernières années du mandat de Donald Trump. C'est le début du Ramadan aujourd'hui dans le monde et en Israël, un mois sacré pour les musulmans, un mois de jeûne et de prière pour certains, un mois de tension pour d'autres. Comme chaque année, Jérusalem se prépare à une possible escalade sécuritaire. Des renforts sont arrivés dans la capitale israélienne. Les autorités politiques ont autorisé 10 000 fidèles palestiniens à accéder au mont du Temple, esplanade des mosquées, un accès réservé aux hommes de 55 ans et plus, aux femmes de 50 ans et plus et aux enfants de moins de 12 ans. Un soldat israélien tué dans le nord de la bande de Gaza, le sergent Ofri Yafé, 21 ans, a été victime d'un tir ami la nuit dernière. Il faisait partie de l'unité de reconnaissance de la brigade des parachutistes. Selon les premières informations, l'accident s'est produit quand 2 brigades opéraient dans le secteur de Khan Younes. Elles procédaient à un nettoyage de routine pour démanteler les infrastructures du Hamas. L'une des brigades a pris l'autre par erreur pour un groupe ennemi et a ouvert le feu. 472 soldats ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont 80 par des tirs amis. En France, 11 personnes interpellées après le lynchage mortel de Quentin, 3 femmes, 8 hommes. Parmi eux, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, le député LFI affirme avoir entamé des démarches pour mettre fin à son contrat. Un autre de ses collaborateurs parlementaires fait également partie des suspects. Une minute de silence a été observée cet après-midi au Sénat en hommage au jeune homme de 23 ans. C'est dans ce contexte que le siège du parti d'extrême gauche a été évacué aujourd'hui. Manuel Bompard affirme qu'une alerte à la bombe avait été reçue. Enfin du sport, dernier mais fier, une attitude qu'on pourrait résumer en 3 mots. Rugby Israël, uniquement en Israël. Edgy Edelman et son coéquipier sont arrivés derniers de l'épreuve de bobsleigh à 2. L'équipe avait dû renoncer à plusieurs jours d'entraînement pré-olympique en raison de problèmes de sécurité. Malgré ce qui pourrait s'apparenter à une contre-performance, les 2 athlètes sont fous de joie. Edgy Edelman a résumé sa philosophie en une phrase : Israël est aux Jeux Olympiques d'hiver.
Le pilote espère ainsi avoir inspiré des enfants, leur faisant comprendre que même des Israéliens pouvaient se qualifier pour une discipline comme le bobsleigh olympique, alors que personne n'imagine un pays comme Israël dans ce sport. Voilà pour l'actualité de ce mercredi 18 février. À vous, Myri, pour la suite des décrypteurs. Christopher Barolin pour les titres de cette journée. Merci beaucoup. Allez, il est temps d'accueillir nos décrypteurs du jour. À ma droite, Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute. Bonsoir, Dov Maimon. Bonsoir. Également l'avocat David Jaoui. Bonsoir, bienvenue, messieurs, sur le plateau de i24 News des décrypteurs. Et puis de l'autre côté, Raphaël Assi, notre rédacteur en chef. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, et à Déborah Benayoun, notre journaliste. Bonsoir, Déborah. Alors, si vous êtes prêts, on va évidemment démarrer. Comme nous l'a dit il y a un instant Christopher Barolin, eh bien, c'est le mois du Ramadan. Karim Moubarak, tout de suite, à nos téléspectateurs musulmans et à tous les amis, évidemment musulmans à travers la planète, les amis des Juifs et d'Israël. Les fêtes du Ramadan commencent donc aujourd'hui. C'est un mois important, évidemment, pour les fidèles musulmans, mais aussi un mois de tous les dangers en Israël et notamment dans sa capitale. On retrouve justement à Jérusalem Jonathan Serrero. Bonsoir, Jonathan. Des dizaines de milliers de musulmans, israéliens comme palestiniens, vont prier chaque jour désormais à la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. Oui, Israël et Jérusalem en état d'alerte maximum puisque des milliers de policiers, des gardes frontières sont disséminés aux quatre coins de la capitale israélienne, surtout à l'entrée de Jérusalem, l'entrée et les sorties de Jérusalem, dans les entrées de la vieille ville, dans ces portes qui entourent aussi la vieille ville de Jérusalem. Il y a eu aussi des arrestations préventives dans les quartiers est de la capitale israélienne, surveillance aussi accrue, Myri, sur les réseaux sociaux pour éviter des appels à la violence durant cette période de Ramadan si propice donc à des violences ou des attentats contre les civils israéliens comme observé par le passé. Il y a eu aussi cette décision prise par les autorités israéliennes d'autoriser 10 000 Palestiniens de Judée-Samarie à entrer prier vendredi, pour la prière du vendredi, sur le mont du Temple, pour les hommes de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans et les enfants de moins de 12 ans. Des bataillons aussi de commandos ont été mobilisés du côté de la Judée-Samarie, où les risques d'escalade sont élevés, selon les dires du chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, depuis Jérusalem, où la première soirée du Ramadan va commencer. On va évidemment parler de ces tensions, mais tout d'abord, il faut bien se dire, Dov Maimon, que Jérusalem est au cœur, évidemment, du judaïsme, mais aussi du christianisme et de l'islam, et que l'esplanade des mosquées, c'est le troisième site le plus saint dans la religion musulmane. On pourrait se dire finalement que ce lieu serait plutôt un lieu de prière, de recueillement, et on voit que c'est l'épicentre de nombreuses violences finalement. En effet, c'est quelque part un scandale théologique, en fait, quelque part, puisque le rocher du temple, c'est justement le rocher qui sépare les peuples et les croyants. Et c'est un scandale théologique dans la mesure où, normalement, la religion est censée rapprocher les hommes de Dieu et rapprocher les hommes entre eux. Et finalement, c'est le contraire qu'on voit souvent. Mais je crois qu'il faut écouter un peu plus J'ai construit 50 groupes de dialogue avec des musulmans. J'ai travaillé 10 ans dans ce domaine-là. J'ai écrit mon doctorat sur ce sujet, sur les confluences entre mystique juive, mystique musulmane. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. On voit tous qu'on est dans une situation temporaire, transitoire, où il y a des tensions entre les juifs et les musulmans. Mais plus longuement, on a une même aspiration à la paix, à vouloir être des serviteurs de Dieu. Et il y a un message qu'il faut écouter, même si au début c'est difficile. C'est un peu une guerre fraternelle. C'est un peu une guerre fraternelle entre des tribus sémites qui se bagarrent, mais qui en vérité ont beaucoup de choses à se dire. Les forces de sécurité, David Jaoui, ont beaucoup de travail, les autorités israéliennes aussi, pour tenter de calmer un petit peu le jeu. On apprend tout de même aujourd'hui que dans ce contexte, les heures de visite pour les Juifs vont être élargies pendant cette période du Ramadan. Certains vont affirmer qu'il s'agit de provocation. Justement, est-ce que le mois du Ramadan, c'est pas un moment où il faut aussi que les Israéliens, les Juifs, apprennent à laisser plus de place aux musulmans sur le mont du Temple? Je pose une question qui est évidemment un peu provocatrice, mais tout de même, c'est une question qui se pose. Non, c'est une question qui se pose, elle est légitime. Je vais dire, sur cette question-là, on peut dire plusieurs choses. Premièrement, en effet,
le mont du Temple est au sein des tensions qui alimentent la région. Et pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Dov Maimon, le grand drame de cet espace-là, c'est justement son utilisation à des fins politiques. Alors, lorsque c'est l'islam politique qui instrumentalise ce lieu saint pour ameuter les foules et provoquer, par exemple, l'exemple de la deuxième intifada, lorsque Ariel Sharon visite célèbrement le mont du Temple à la veille de ces événements-là, ça c'est le pendant musulman, si vous voulez, de ce phénomène-là. Le pendant juif de ce phénomène-là, c'est lorsque, dans une période d'élection qui commence maintenant en Israël, nous sommes visiblement dans une année électorale, quoi qu'il arrive, eh bien, la droite radicale, sioniste, qui cherche à s'imposer en Judée-Samarie, elle aussi va essayer de jouer de ce phénomène-là. C'est triste, mais c'est une réalité. Au sein de tout ce va-et-vient politique, se trouvent les forces de sécurité israéliennes qui, elles, n'ont qu'une seule priorité en tête, c'est de s'assurer que les choses se passent le plus calmement possible. Et à cet égard-là, dans le contexte particulier qui est celui de post du 7 octobre, où Tsahal et la police israélienne sont extrêmement actifs en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Alors on a un petit chaudron qui risque d'éclater. Je pense qu'au final, on va réussir à gérer cela comme on a toujours fait par le passé, mais la question est là. Raphaël, ce qui est aussi important, c'est la situation en Judée-Samarie. On sait que c'est une poudrière. Les forces de sécurité, les forces israéliennes, ils travaillent tous les jours, évidemment, pour contrer un terrorisme qui tente de se dégager. Il y a déjà eu des attentats qui sont partis de là-bas, évidemment. Et cette période du Ramadan, là encore, donne beaucoup de travail aux forces de sécurité israéliennes. Il y a les opérations antiterroristes, de prévention, d'arrestation, les forces de Tsahal et les gardes frontières découvrent des caches d'armes dans certains camps palestiniens dans les territoires. Mais il y a aussi au quotidien, et David Jaoui ne me contredira pas dessus, on va dire presque des opérations de police pour éviter les conflits entre certains habitants juifs de Judée-Samarie et les habitants arabes aussi de cette région. Donc il y a ces opérations spéciales pour permettre de désamorcer avant, mais il y a aussi tout ce qui se passe entre habitants. Et ça, initialement, c'est pas censé être vraiment le rôle de l'armée à ce niveau-là. Mais ils sont obligés de jouer ce rôle un peu, parfois ils jouent au chat et la souris avec certains habitants parce qu'il y a des provocations et qu'il faut calmer tout ça. Ouais, je rajouterais par ailleurs, juste pour clore ce sujet-là, que la grande majorité des habitants de Judée-Samarie coopèrent non seulement avec les forces de police, mais ont un dialogue ouvert avec les représentants communautaires des communautés arabes qu'ils ont en face. C'est l'exemple le plus flagrant, c'est notamment à Jérusalem-Est, dans les quartiers de Silouane, etc. Malheureusement, vous avez certains éléments perturbateurs de chacun des deux côtés dont l'objectif est d'alimenter ce D'ailleurs, des rabbins ont appelé au calme hier, ils ont fait un tournée pour appeler au calme ces jeunes pour éviter les tensions. On essaye toujours évidemment qu'il y ait un dialogue. Il y a toujours malheureusement ces extrémistes très minoritaires mais qui malheureusement provoquent des violences. Alors la situation en Judée-Samarie et à Jérusalem est explosive. On vient de le voir surtout en raison des tensions avec l'Iran. Il ne faut pas oublier, tout est lié dans cette région. Déborah, les États-Unis d'ailleurs continuent à envoyer des forces dans le Golfe Persique. Oui, on a même plutôt le sentiment que les choses s'accélèrent sur les dernières 24-48 heures, puisque l'armée israélienne a déployé plus de 50 avions de combat. Pardon, l'armée américaine, autant pour moi. L'armée américaine qui a déployé plus de 50 avions de combat au Moyen-Orient, et rien qu'au cours des dernières 24 heures. Alors concrètement, ça représente des avions F-16, des avions F-22, F-35 qui ont été observés en direction du Moyen-Orient. Et puis il y a aussi des avions ravitailleurs, on parle de 25 avions ravitailleurs qui seraient en route vers la région, sans compter tout le déploiement de la fameuse Armada dont parle Donald Trump depuis déjà plusieurs semaines. Presque chaque jour, on a rapporté l'arrivée de matériel militaire, de porte-avions notamment. On sait que le porte-avions Gerald Ford est aussi en route vers le Moyen-Orient. Donc ça ressemble quand même plutôt à une préparation en vue d'une attaque, et même plutôt d'une attaque de grande ampleur et sur plusieurs semaines, ce qui est d'ailleurs un peu en contradiction avec ce que voulait au départ Donald Trump, à savoir une attaque
dite éclair plutôt rapide qui permettrait rapidement d'en venir au bout, si l'on peut dire. Mais là, on a plutôt l'impression que l'armée américaine se prépare véritablement à une action de grande ampleur. C'est d'ailleurs ce que disent la plupart des experts. Ils disent que c'est un trafic clairement exceptionnel de matériel militaire actuellement. Et même Barak Ravid, qui est en général une source plutôt bien informée chez Axios, qui dit, je cite, que Trump se rapproche d'une grande guerre avec l'Iran. Et il ajoute, l'administration Trump se prépare à une campagne conjointe d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, qui sera de grande envergure et qui durera plusieurs semaines. Et on dit même que la guerre pourrait commencer bientôt. Juste un dernier mot en ce qui concerne les médias israéliens, puisque ce matin, c'était Amos Yadlin, qui est donc l'ancien chef du renseignement militaire, qui s'exprimait à la chaîne israélienne 12. Ça a fait un peu le buzz d'ailleurs, puisqu'il a dit qu'il y aurait donc une intervention, a priori. En tout cas, il a dit qu'il faudrait réfléchir à 2 fois avant de voyager le week-end prochain. Évidemment, on ne cherche pas à alarmer tout le monde, mais en tout cas, dans les médias, ça se précise. En même temps, ça fait un mois qu'on a l'impression de ne pas respirer et de se demander si on va faire des projets ou pas pour le week-end, prendre l'avion, pas l'avion. Enfin bon, bref, on le voit, Dov Maimon, il y a des négociations. Il y a eu hier le 2e round. Les Iraniens avaient l'air plutôt contents. Bon, ça a été un peu refroidi par les Américains. Mais tout de même, ces négociations ont le mérite d'exister. Et en tout cas, on ne pourra pas dire que Washington n'a pas tout fait pour éviter la guerre. Voilà, on peut dire qu'on a un protocole. Les Américains sont des gens qui sont très protocolaires et donc ils ont un protocole, ils ne peuvent pas déclarer la guerre d'un jour à l'autre, il faut passer par toutes les chances et on pourra toujours dire on a tout essayé pour arriver à éviter le conflit et si on y arrive, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il va y avoir le conflit ou pas? Même si je le savais, je ne vous le dirai pas ici et de toute façon, personne ne sait puisque tout le monde joue un jeu de dupes et c'est comme ça que ça doit faire. Par contre, ce qui est plus important à réfléchir ensemble ce soir, c'est de dire quels sont les scénarios qui peuvent arriver. Et là, si on parle des scénarios, là, on va comprendre que, imaginons réellement que l'Iran va tomber. Si l'Iran tombe, ça va renforcer le Qatar, qui n'est pas notre grand ami du peuple juif et d'Israël, puisqu'ils ont investi des centaines de milliards de dollars dans les universités et dans le monde entier, ceux qui financent l'islamisme en Europe, ceux qui financent le terrorisme un peu partout, et on sait leur relation avec le Hamas. Et puis, le Qatar va tout à coup, qui a très peur de l'Iran, va tout à coup avoir des ressources supplémentaires, et la Turquie, qui va aussi se renforcer. On va voir tout à coup une nouvelle situation. L'Arabie Saoudite, pour l'instant, si elle a tellement des bonnes relations avec Israël et avec les États-Unis, c'est possible parce qu'elle a peur de l'Iran. Donc il faut savoir qu'on va rentrer dans un nouveau jeu, redistribution des cartes, et c'est là qu'il faut se préparer à tous les scénarios. Donc évidemment, les Israéliens se disent « Ah, on attend qu'ils attaquent, les Israéliens, là ». Mais il faut justement un peu se calmer, se dire « Réfléchissons bien ». Évidemment, les gens qui sont aux commandes savent ce qu'ils font, mais il y a un jeu qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit dans les informations. Alors justement, David Jaoui, dans ces jeux qui risquent le jeu de cartes qui risque d'être rabattu, il y a aussi la Russie. Demain, l'Iran va mener des exercices navals avec la Russie qui est donc un allié de l'Iran. Finalement, toutes ces alliances qui risquent d'être chamboulées si demain la guerre éclate et que imaginons que les États-Unis parviennent à faire tomber le régime iranien. Absolument. Je pense que quand vous voyez, donc, il y a plusieurs, si vous voulez, couches à ce qui se joue dans l'océan Indien dans le cadre de ces exercices-là, mais de façon plus générale en stratégie. Si vous voulez, la couche la plus simple, la plus superficielle, c'est de voir ces manœuvres militaires conjointes irano-russes comme une tentative de faire un signe de force, de montrer que cet axe-là est uni, qui se serrent les coudes, qui sont une puissance militaire à laquelle il faut faire attention. Mais moi, quand on me dit Iran et quand on me dit Russie, je pense Chine. J'essaye de réfléchir au rôle qu'a si vous voulez, leur grand patron chinois derrière. Il faut comprendre, dans le cadre de la campagne de déstabilisation que la Chine mène assez discrètement face à ce qu'on appelle l'Occident ou la Pax Americana, que mettre la Russie et l'Iran au premier plan, c'est attirer l'attention là où elle veut qu'elle soit. Et donc, je ne peux pas m'empêcher que de remarquer que la fameuse armada que Donald Trump a envoyée aujourd'hui dans le Golfe Persique, c'est l'armada qui normalement protège Taïwan. Donc là aussi, quand on regarde le grand échiquier du monde, il faut prendre toutes ces choses-là en considération. Le troisième point que je noterai par rapport à ces manœuvres-là,
C'est pareil, lorsqu'on regarde la géostratégie, Iran, Russie, c'est l'océan Indien. Aujourd'hui, si on reprend un point de vue localisé israélien, aujourd'hui, le grand enjeu géostratégique pour les prochaines années à venir, ça va être le corridor indo-européano-moyen-oriental, qui est une façon de détourner justement les voies de navigation traditionnelles que l'on connaissait, qui transitent notamment par l'Iran. Donc lorsque les Iraniens et les Russes manœuvrent dans l'océan Indien, ils disent bien à ces acteurs-là, faites attention, si vous pensez que vous allez pouvoir faire du commerce international en vous défaisant de nous et avancer par cela vos objectifs stratégiques, nous sommes là. Et là aussi, c'est un corollaire de la politique chinoise, du Belt and Road. Comme on disait, tout est lié. Évidemment, si le régime tombe, il y aura des conséquences. Peut-être que la Russie rentrera également en guerre. Un mot, Déborah, parce qu'on les suit de près, évidemment. Ces Iraniens, ces opposants qui attendent une attaque américaine pour les aider à se sortir de ce régime. Et puis, en Israël, tous les sondages le montrent, les Israéliens sont prêts à encaisser une guerre pour que Donald Trump et peut-être même Israël volent au secours des Iraniens. Oui, finalement, les deux peuples sont presque en lien, sans pouvoir être en lien concrètement. On l'a vu, on a montré même beaucoup de ces images de ces Israéliens qui sont prêts à affronter une guerre massive, même de grande ampleur et longue. Ils sont prêts à aller dans les abris le plus rapidement possible. Il y a quelques semaines, on parlait de cette femme enceinte qui était presque sur le point d'accoucher et qui a dit « Je m'en fiche, même si je suis sur le point d'accoucher, j'irai dans les abris si ça peut permettre aux Iraniens de sortir de ce régime dictatorial depuis 47 ans, si ça peut leur permettre enfin d'être en liberté, alors je ferai ce sacrifice. Et le peuple israélien, de manière générale, est très mobilisé. Justement, on sent qu'il y a vraiment une corrélation qui s'est créée entre les deux peuples sans qu'ils puissent communiquer. Ils espèrent même peut-être des vols directs entre Tel Aviv et Téhéran. Il y a vraiment une volonté d'aller très loin dans les relations et on sent que ça commence par la chute du régime. Et les Israéliens sont en fait très mobilisés. Il y a des manifestations aussi en Israël pour soutenir le peuple iranien, comme dans d'autres endroits dans le monde. Mais en Israël, c'est particulièrement symptomatique. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'aider le peuple iranien à atteindre sa liberté. Alors pour l'instant, il y a un prochain rendez-vous dans les négociations entre Téhéran et Washington, c'est début mars. Raphaël, hier, on a entendu les Iraniens plutôt contents, disant que les grandes lignes ont été... Il y a un consensus sur les grandes lignes. Par contre, quand on entend le vice-président américain J.D. Vance, c'est tout le contraire. Il dit que Téhéran rejette les lignes rouges des États-Unis. Et pourtant, c'est peut-être le moins va-t-en-guerre de l'administration américaine. C'est celui qui prône l'isolationnisme, qui est vraiment sur la ligne America First et qui le revendique. Il a pris presque l'héritage auprès des jeunes de Charlie Kirk, qui était aussi sur cette ligne-là. Donc, c'est assez surprenant tout de même. Ça veut dire que peut-être qu'au sein de l'administration américaine, il y a un bras de fer qui a été remporté par ceux qui sont plus enclin à enclencher une guerre contre l'Iran. Ces déclarations, elles ont été faites à Fox News, donc c'est aussi pour un public particulier, l'électorat de Donald Trump qui regarde cette chaîne de télévision. Et évidemment que les Iraniens, de leur côté, négocier égale gagner du temps. Négocier égale gagner du temps. Et ils savent très bien que si négociation et accord il y a, ils pourront toujours duper par la suite. Donc, accord, pour eux, ça signifie poursuivre dans la ligne actuelle. Tout va bien pour les Iraniens, si accord est signé. Est-ce que pour Israël, il faudrait qu'il y ait une attaque américaine ou pas? Uniquement du côté israélo-israélien, David Jaoui? Non, c'est une réponse complexe. Un élément de la réponse, c'est ce que Dov Maimon a évoqué précédemment, à savoir que, vous savez, l'ennemi qui est l'ayatollah, c'est un ennemi qu'on connaît. Et on ne sait pas par quoi il sera remplacé. Un des scénarios probables d'une chute du régime iranien actuel, c'est un remplacement des fanatiques religieux par les gardiens de la révolution, par la corruption des apparatchiks militaires des gardiens de la révolution. Je ne suis pas sûr que ce soit un scénario qui soit meilleur pour Israël. Il est certain qu'un régime iranien, je ne parle pas de l'Iran et du peuple iranien, il faut qu'on vienne de faire des discussions, mais un régime iranien affaibli, c'est un régime iranien que Israël peut gérer, peut manager. Et donc ça, dans ce cadre-là, c'est une intervention américaine, c'est quelque chose qu'il faut voir positivement, mais à prendre avec des pincettes. On a pourtant l'impression, Raphaël, qu'en Israël, du côté du gouvernement, on n'est pas pressé qu'il y ait une attaque. Et en même temps, c'était quand même le cheval de bataille de Binyamin Netanyahou pendant des années. Sur le nucléaire,
et non pas sur le changement de régime. Le nucléaire, lorsqu'on entend par exemple Reza Pahlavi qui s'exprime à la télévision française et qui fait des déclarations pour dire voilà, mes premières mesures seraient de rétablir les relations avec Israël, etc. David Jaoui n'évoque même pas Reza Pahlavi. Il sait très bien et de façon très réaliste que l'option, c'est les gardiens de la révolution, c'est un régime plutôt militaire. Le plus souvent, c'est ça. C'est une dictature religieuse ou un régime militaire. On l'a vu en Égypte, on l'a vu dans d'autres pays. Donc, pour le moment, en Israël, je pense qu'il y a cette menace aussi, et surtout la menace des missiles balistiques. Et on l'oublie, parce que les Américains ne négocient pas avec les Iraniens sur les missiles balistiques, et ça, c'est dangereux pour nous. C'est ça, c'est les missiles balistiques aujourd'hui le problème. C'est le nucléaire, on sait que les Américains n'en veulent pas. Le balistique, c'est une autre histoire. Alors, on va rester là, évidemment, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite des décrypteurs. Il sera question des accords d'Oslo, de l'interdiction de la circoncision, peut-être, en Belgique, ou encore du Festival de Berlin. Alors, restez avec nous, on revient tout de suite. Nous fabriquons des véhicules d'occasion. Renew, à découvrir dans les réseaux Renault et Dacia. Une activité pro sans site web pro? Mais pourquoi? Trop d'articles en stock et pas de boutique en ligne? Mais pourquoi? Un site web qui vous prend beaucoup de temps? Mais pourquoi? Utilisez les outils d'IA intelligents de Yonos pour créer votre site en quelques secondes et booster votre réussite en ligne. Yonos, domaine, site internet, cloud. Oh là là, la tête de votre portière. Là, c'est chaud pour vous. Très chaud. Mais vous êtes chez Direct Assurance. Un voiturier récupère votre voiture et vous en prête une le temps des réparations. Vous avez choisi Direct Assurance. Vous avez assuré? Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite, tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News.
Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Voilà de retour pour la suite des décrypteurs. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci évidemment à ceux qui sont restés avec moi en plateau. Dov Maimon, David Jaoui, Déborah Benayoun et Raphaël Hassine. Rebonsoir et merci d'être restés pour cette deuxième partie. On va parler évidemment de ces déclarations qui risquent de faire polémique. Ce sont celles du ministre israélien des Finances, Raphaël, Bezalel Smotrich, qui a annoncé en tout cas son intention d'abolir les accords d'Oslo et de démanteler l'autorité palestinienne à la prochaine législature. Et il va même plus loin que ça, Myri. Le ministre israélien Bezalel Smotrich, bien connu de nos téléspectateurs, et d'ailleurs ce soir, dans Ça se débat, on ouvre l'émission sur les déclarations de Bezalel Smotrich. Il a déclaré hier encourager l'émigration des Palestiniens de Judée-Samarie et de Gaza afin d'établir, je cite, la souveraineté israélienne sur ces territoires. Et regardez sa déclaration tenue lors de ce rassemblement politique dans le vignoble de Psagot en Judée-Samarie. Nous éliminerons l'idée d'un État arabe terroriste, nous annulerons officiellement et concrètement les maudits accords d'Oslo et nous nous encouragerons sur la voie de la souveraineté tout en encourageant l'émigration de Gaza comme de la Judée-Samarie. Il n'existe pas d'autre solution au long terme. Alors, cette déclaration, qui fait beaucoup réagir, y compris en France, s'inscrit dans une période pré-campagne électorale en Israël, comme le disait tout à l'heure David Jaoui sur Le Monde du Temple. Les élections législatives sont prévues au plus tard en octobre 2026. Et Bezalel Smotrich, évidemment, il s'adresse à son électorat, mais aussi à ses futurs partenaires potentiels de coalition. Il pose ses exigences. Voilà, si vous me voulez, moi et ma formation politique, dans votre future coalition, il faudra s'engager à appliquer mes désirs. Et il faut dire ensuite que ces dernières années, ces initiatives politiques de Bezalel Smotrich en Judée-Samarie ont été suivies par la majorité actuelle, mais on peut se poser la question, quel est le rapport entre Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, et la Judée-Samarie? Eh bien, en fait, il n'est pas seulement ministre des Finances. Il détient un autre portefeuille sur l'administration civile de la Judée-Samarie au sein du ministère de la Défense. C'est alambiqué, mais c'est la réalité de la politique israélienne. Et depuis le début du mois, il faut savoir tout de même que le gouvernement israélien a pris une série de mesures visant à accroître son contrôle sur la Judée-Samarie. Bon, on va en parler en plus dans quelques minutes, Myri. Et sous la responsabilité de Bezalel Smotrich, 54 nouveaux villages juifs ont été approuvés en Judée-Samarie en 2005. Cette proposition d'émigration des Palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie rappelle les propos de Trump sur le départ volontaire des Gazaouis vers d'autres pays. Est-ce que la proposition de Smotrich terminera comme celle de Donald Trump? Seule l'histoire le dira. Aujourd'hui, dans les sondages, Bezalel Smotrich est en difficulté. Certains sondages ne donnent pas sa liste au-dessus du pourcentage nécessaire pour envoyer 4 députés à la Knesset, si elle se présente seule. Mais il faut se souvenir que lors des dernières élections, le sioniste religieux, son parti sionisme religieux, s'est allié avec Otzma Yehudit de Tamar Ben-Gvir et le parti Noam d'Avi Maoz. Et dans ce cas-là, s'il y a alliance et Benjamin Netanyahou poussera pour qu'il y ait alliance, il passera le seuil d'éligibilité. Dov Maimon, c'est une solution, l'émigration des Palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie pour Israël, pour le monde, pour les Palestiniens? Alors, a priori, évidemment, c'est quelque chose qui nous paraît absolument insupportable. Mais si on regarde dans la méta-histoire, la grande histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu des échanges de population. Et c'est peut-être la solution qui a été, paradoxalement, la solution qui a amené le plus à éviter les conflits sur place. On a vu ça entre le Pakistan et l'Inde, 12 millions de personnes. On a vu ça, 12 millions d'Allemands
qui étaient des régions des Sudètes et différents germaniques, qui ont été rapatriés en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, à la même époque. Et il y a eu aussi 700 000 Palestiniens et 1 million de Juifs qui sont venus des pays arabes. C'est peut-être ces rassemblements, regroupements ethniques, regroupements familiaux, on pourrait appeler ça, qui évitent finalement les conflits. On a vu ça à peu près dans une quinzaine de zones dans l'histoire récente. Et peut-être que ce serait peut-être plus facile pour certaines choses. Mais évidemment, il faut que ça se fasse d'une manière coordonnée, que ce soit fait d'abord d'une manière volontaire pour que les gens puissent être accueillis où ils vont, etc. Et peut-être que c'est peut-être, en tout cas, aujourd'hui, une fois que les cartes sont rebattues aujourd'hui et qu'on se retrouve dans une situation où les accords internationaux ne sont plus ce qu'ils étaient, et que l'ordre libéral démocratique arrive un peu à des difficultés à se débattre, eh ben, il est possible qu'on va trouver des solutions complètement hors de tout ce qu'on a pu penser jusqu'à présent. A priori, c'est insupportable. Et puis après, peut-être qu'il faut réfléchir hors de la boîte, parce qu'au moins, elles doivent être tous les scénarios doivent être sur la table. David Jaoui, quand on entend cela, il faut que les deux parties soient d'accord. Et il semblerait, en tout cas, que pour les Palestiniens les plus extrémistes, le Hamas, le djihad islamique, et puis d'autres aussi, les Palestiniens qui ne sont pas favorables à l'existence de l'État d'Israël, on ne voit pas très bien dans quelle configuration ils accepteraient, pour eux, en tout cas de leur point de vue, de céder la place aux Israéliens. En effet, c'est bien le drame qui se dénoue depuis les 80 dernières années dans la région qui est la nôtre. C'est pas un secret. Malgré la bien-pensance d'une certaine partie du monde occidental qui pense qu'il suffit de déclamer la solution de 2 États pour 2 peuples pour que ça devienne une réalité, en effet, on voit que les drames qui se dénouent dans cette région, elles sont bien plus complexes que ça. Maintenant, si je dois rentrer dans la boîte, je dirais 2 choses. Premièrement, un mot sur le statut de la Judée-Samarie dans son état actuel. Israël, la position officielle du gouvernement israélien, c'est qu'elle applique à la Judée-Samarie ce qu'on appelle le droit de l'occupation, le droit de l'occupation militaire, parce qu'elle n'a pas fait le pas de l'annexer officiellement à Israël. L'une des définitions du droit d'occupation militaire, c'est qu'elle est temporaire. Donc, par définition, elle est temporaire. Et les institutions qui régissent la vie quotidienne des personnes vivant dans cette zone occupée, c'est l'armée. À partir du moment où les mesures que l'on a vues dernièrement prises par M. Smotrich et certains membres du cabinet M. Smotrich dans sa capacité de ministre au sein du ministère de la Défense, elles vont vers la création d'un statut de facto d'annexation parce qu'on utilise de plus en plus d'outils politiques pour remplacer les outils militaires qui sont traditionnellement utilisés. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne veux pas... Et à partir de ce moment-là, les déclarations que l'on voit de Smotrich, elles ont 2 significations. La première, c'est d'essayer d'imposer des jurés le statut qu'ils a déjà essayé qu'ils essaient déjà d'instaurer de facto. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de faire un appel à son électorat. Je pense que, je ne sais pas à quel point nos auditeurs ici, mais certainement dans le reste de l'Occident, n'ont pas conscience de la profondeur de la trahison qu'ont ressenti les gens qui typiquement élisent ce genre de parti, à savoir les religieux sionistes, les personnes issues les habitants de Judée-Samarie, par 2 phénomènes qui étaient d'abord les accords d'Oslo, qui ont provoqué, qu'ils voient comme étant la source première de la deuxième intifada et des explosions dans les bus à Jérusalem et des enfants morts, etc. Et deuxièmement, le retrait de Gaza, dont le point culminant le 7 octobre. Mais par conséquent, en faisant cette déclaration-là, et avec ça je termine, en faisant cette déclaration-là, Smotrich essaye de se redonner, de se remettre d'actualité en vue des prochaines élections. En effet, je ne sais pas ce qu'il a accompli en tant que ministre des Finances, mais je peux certainement dire que ce rôle qu'il s'était octroyé au sein du ministère de la Défense, celui-là, il le joue à perfection. Oui, effectivement. Et puis dans le même registre, justement, 80 pays, dont la France, dénoncent à l'ONU la volonté d'Israël, c'est ce qu'ils disent, d'étendre ses implantations en Judée-Samarie. Pour en parler, on retrouve Anna Papiachvili dans nos bureaux, dans nos studios parisiens. Bonsoir Anna. Ces États craignent une annexion de ce territoire qui pourrait, disent-ils, entraîner la modification de sa composition démographique.
Bonsoir Mary, oui absolument, la France et 84 autres pays dont la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore la Russie, mais aussi plusieurs organisations comme l'Union Européenne et la Ligue Arabe ont fermement condamné ce mardi dans une déclaration commune à New York l'adoption par Israël de nouvelles mesures concernant la Cisjordanie. Alors le texte dit que ces décisions sont contraires aux obligations d'Israël en vertu du droit international et doivent être immédiatement annulés. Ces pays ont également réaffirmé leur ferme opposition à toute forme d'annexion. Cette déclaration commune, elle intervient une semaine après que Jérusalem ait approuvé un texte facilitant donc les achats de terres. Et dimanche, le gouvernement israélien a décidé d'accélérer ce processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie. Et ces mesures, dit le texte, violent le droit international, compromettent les efforts déployés en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et mettent en péril la perspective d'un accord de paix mettant fin au conflit. Voilà ce qui a été déclaré donc dans cette lettre commune. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait notamment appelé déjà lundi Israël à revenir immédiatement sur ces mesures qui ne sont pas seulement déstabilisantes, mais comme l'a rappelé la Cour internationale de justice, illégales. Fin de citation. Merci beaucoup, Anna Papiashvili. On le voit, Déborah, l'ONU qui est toujours prompte à condamner, à dénoncer Israël. Oui, c'est toujours très rapide en général, les décisions de l'ONU contre Israël. On peut même prendre juste un chiffre qui démontre très bien la situation à l'ONU, c'est l'UN Watch, cette ONG qui analyse toutes les décisions de l'ONU, qui a par exemple dit qu'en 2025, il y a eu 15 résolutions contre Israël et seulement 11 contre le reste du monde. Alors rien que ça, ça nous montre déjà, et ça c'est seulement pour 2025, parce que tous les ans finalement, ici on en parle extrêmement souvent, l'ONU finalement, le Conseil de sécurité, toutes les instances sont très promptes à s'en prendre à Israël, quel que soit le sujet. D'ailleurs, sur la guerre à Gaza, on pourrait faire une liste extrêmement longue de toutes les décisions qui ont été prises. Quand, par exemple, Antonio Guterres ne parle pas forcément de massacre du 7 octobre, etc. Il y a eu énormément de déclarations officielles et de décisions qui ont été prises contre Israël depuis des décennies. Et depuis le 7 octobre, ça s'est encore vérifié. Raphaël, quoi que fasse Israël, de toute façon, Israël est critiqué, dénoncé, dans un sens comme dans un autre, finalement. Moi, je me souviens des déclarations assez fréquentes sur ce plateau de Daniel Sheikh et des différents ambassadeurs israéliens à l'étranger, notamment en France, qu'on reçoit sur les 24 News. Est-ce que vous êtes surpris, Myri, que l'ONU vote encore des résolutions contre Israël ? Et je le fais en plus avec le petit accent de Daniel Sheikh. Mais chaque année, en fait, il y a des packages de résolutions qui sont votées. C'est des résolutions qui reviennent de façon annuelle à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, elles sont votées systématiquement. La seule chose qui intéresse, c'est de savoir quel pays s'est abstenu et quels sont les 12, 13 ou 14 pays qui s'affichent en vert et les 7 ou 8 pays qui s'affichent en orange parce qu'ils se sont abstenus. Tous les autres votent contre. Et lorsqu'on voit la liste de ces États qui s'offusquent des décisions israéliennes en Judée-Samarie, ce sont des pays qui votent traditionnellement contre Israël à l'ONU. Oui, comme d'habitude. Évidemment, de toute façon, l'ONU, c'est 60% de pays non démocratiques. Et encore, je crois que j'ai vu petit. Allez, on va ouvrir notre dossier antisémitisme, parce que malheureusement, pas un jour ne passe sans incident antisémite ou anti-israélien dans le monde. Déborah, cette fois, c'est en Thaïlande que ça se passe, des Israéliens qui se sont fait agresser au cri de tuer des Juifs, massacrer des Juifs. Oui, c'est une histoire encore effrayante qu'on va vous raconter, qui est arrivée à 3 Israéliens qui étaient en vacances dans le sud de la Thaïlande, et ils ont été victimes d'une très violente agression qui a été menée par des hommes qui leur ont crié en arabe, effectivement, massacrer les Juifs. Alors 2 d'entre eux ont été blessés et hospitalisés, et ce n'est pas rien, on parle quand même de côtes cassées, de dents et de vertèbres fracturées. Le 3e aurait apparemment réussi à s'enfuir, mais on n'a pas de nouvelles de lui depuis. Depuis cette agression, il y a eu des témoignages des familles de 2 des Israéliens. Il semblerait apparemment que les agresseurs soient français, des touristes français d'origine arabe. Ils auraient tout simplement entendu les touristes israéliens parler en hébreu et se sont approchés d'eux. Et ensuite, c'est le calvaire qui commence pour ces Israéliens. D'autant plus impressionnant d'ailleurs que les agents de sécurité finalement qui étaient présents ne les ont pas du tout aidés. Au contraire, ils les ont même roués de coups eux-mêmes à leur tour. L'une des victimes, qui s'appelle Gad Sheli, a été interviewée par les médias israéliens et il a expliqué que les habitants, d'ailleurs sur place, tentaient de minimiser l'incident. Il dit qu'ils essaient de faire croire qu'il s'agissait simplement d'un type ivre, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une histoire de drogue ou de drague. C'est juste parce que nous sommes juifs. Ça nous rappelle d'une certaine manière aussi un
un certain 7 octobre. Ça nous rappelle quand même de mauvais souvenirs parce que l'un des Israéliens était au téléphone avec sa mère au moment de l'agression. Elle a tout vu et donc la famille n'a aucun doute qu'il s'agissait évidemment d'un acte antisémite. Et puis ce qui inquiète et puis ce qui choque aussi, c'est qu'encore une agression antisémite pour des touristes israéliens en vacances juste parce qu'ils sont juifs et qu'ils parlent hébreu, y compris dans des zones qui accueillent d'ailleurs très souvent des Israéliens. On entend très souvent autour de nous des Israéliens qui partent en vacances en Thaïlande. C'est une zone très prisée. Et ça justifie presque un peu de manière triste les consignes qui sont toujours données par les services de sécurité de dire si vous partez d'Israël, les Israéliens, ne parlez pas hébreu, ne montrez pas vos signes distinctifs de judaïsme. C'est donc évidemment très triste pour les Juifs, pour les Israéliens dans le monde. Oui, et qu'on ne nous fasse pas croire que c'est antisioniste, c'est bien antisémite quand on ne peut pas montrer une étoile de David ou une kippa dans la rue. Alors on va se rendre à présent en Belgique. Alors, on pourrait franchir là encore un pas dans la marginalisation des Juifs. Le plat pays pourrait interdire la circoncision rituelle. On en parle avec l'entrepreneur et influenceur belge Boris Daune, plus connu sous le nom de Bob Asbara. D'ailleurs, je devrais dire belgo-israélien désormais. Bonsoir Bob. Bonsoir Myri. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction de la circoncision rituelle, soyons clairs, mais il semble que certains décideurs politiques envisagent sérieusement de l'interdire. C'est ça, c'est un domaine un peu flou. Il n'y a évidemment pas une interdiction formelle de la circoncision. Par contre, il y a pour l'instant un cas judiciaire contre 3 Moëls de la région d'Anvers. Et donc, en fait, ce qui s'avère, en tout cas les rumeurs qui paraissent, c'est que la justice devrait condamner ces 3 Moëls pour pratique illégale de la médecine, en fait. Et donc, de fait, si les Moëls sont condamnés pour pratique illégale de la médecine, ils pourront plus exercer. S'ils peuvent plus exercer, il n'y a plus de Brit Mila. Donc ça, c'est le problème qu'on a. Alors, les représentants des associations juives vont essayer de trouver avec les ministres différentes possibilités de régulariser la pratique, de l'encadrer. Ils ne sont pas du tout contre ça. Mais le ministre ne veut rien savoir. Il veut que ce soit un acte médical. Et le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas assez de médecins qui sont en même temps des Moalim. Et donc, de fait, de facto, ça va devenir l'interdiction de la circoncision sans dire sans dire telle qu'elle est interdite. Alors, juste pour la compréhension de nos téléspectateurs non juifs, le Moël, c'est celui qui s'occupe justement de la circoncision rituelle, qui est formé pour cela depuis des années. Alors, certains vous diront, Bob Asbara, que ce n'est pas antisémite. Les musulmans sont également concernés, qu'il suffit de pratiquer la circoncision médicalement. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Qu'est-ce qui vous inquiète justement dans cette éventualité ? C'est ça, donc on peut dire que les musulmans sont concernés. Alors chez les musulmans, il n'y a pas, comme chez nous, besoin de l'équivalent du Moël. Et donc eux, aujourd'hui, comme ils le font à un âge aussi un peu plus âgé, ils le font déjà majoritairement en hôpital. Donc en fait, pour eux, ça change rien. Par contre, chez nous, les Juifs, comme je le disais, comme on n'a pas assez de Moalim qui sont des médecins ou de médecins qui sont des Moalim, en effet, on n'en aura plus. Donc c'est pas la même chose. Alors il y a évidemment aussi l'argument de dire, oui, c'est pour des mesures d'hygiène, etc. Et c'est pour ça que les représentants de la communauté juive ont, par exemple, voulu l'encadrer de la même façon qu'on encadre les tatoueurs. Il y a des tatoueurs qui font aussi des piercings sur des parties génitales, etc. Et donc, il y a toute une série de règles à suivre. Mais de nouveau, le ministre de la Santé ne veut rien savoir. Et sans cadre légal clair, il y a pour l'instant plus de Brit Mila en Belgique si ces Moalim venaient à être condamnés. Merci beaucoup, Bob Asbara. Et évidemment, c'est très compliqué, tout cela, pour les Juifs qui ont déjà beaucoup de difficultés. Une dernière question, justement, sur cette difficulté des Juifs de Belgique qui se sentent très isolés, Bob Asbara. Oui, je pense que de plus en plus, la communauté se sent isolée. Malheureusement, cette affaire de la circoncision, c'est pas la seule. Il y a eu il y a quelques semaines le renouvellement des passeports d'enfants à Jérusalem qui ont été refusés. Il y a eu juste avant ça une autre sanction qui a été prise par l'État belge sur Israël qui lui a valu de se faire encenser par le Hamas. J'ai voulu faire des vidéos sur la Belgique depuis 3 semaines et j'arrive pas parce que tous les jours, il y a une nouvelle dinguerie en fait. Et c'est vraiment, je pense, assez difficile pour la communauté juive à vivre, en effet. En tout cas, vous êtes en Israël, en sécurité. Bob Asbara, merci beaucoup. Merci, Myri. Dov Maimon, hors antenne, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez travaillé sur cette problématique de l'interdiction, de la volonté d'interdire en Belgique la circoncision rituelle, la Brit Mila. Racontez-nous un petit peu ce dossier que vous aviez monté. Alors regardez, j'ai travaillé avec la présidente de la Cour suprême israélienne, Miriam Naor, qui soit de mémoire bénie, et à la demande de M. Yitzhak Herzog, le président de l'État, pour essayer de préparer tout un dossier à la fois juridique et médical. Donc 200 pages, un gros dossier où on a consulté à peu près tout ce qui pouvait être pensé sur le sujet. Et je vais donner juste un exemple pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc c'est pas la première fois qu'on a une attaque contre la circoncision. Et dans une certaine mesure, on peut considérer que l'attaque, si on devait interdire la circoncision, interdire l'abattage rituel,
ça fait ce qu'on appelle un ethnocide. Ça veut dire que c'est pas un génocide, mais c'est impossible de donner les droits culturels et religieux à une population. Ça veut dire que les gens ont le droit d'exister. D'abord, la première chose, c'est le droit de pouvoir envoyer ses enfants le matin et qu'ils reviennent en bonne santé le soir, qu'ils ne se fassent pas agresser. C'est le droit à la sécurité, qui n'est malheureusement pas complètement garanti dans les pays libéraux et démocratiques d'Europe de l'Ouest, alors qu'ils sont justement, c'est pas dangereux à Moscou, c'est pas dangereux à Budapest, c'est pas dangereux à Bakou en Azerbaïdjan, mais c'est dangereux dans certains pays qui se revendiquent démocrates, mais qui ne donnent pas ce droit fondamental d'avoir la sécurité. Mais non, au niveau de ce qui s'est passé pour la Belgique, je vais donner un exemple très intéressant. Donc il y a eu 15 tentatives d'interdiction de la circoncision, et ça va finir par tomber parce qu'on parle en vérité d'un sujet au nom des droits des enfants. C'est très difficile à défendre ça, puisqu'il s'agit d'un acte irréversible qu'on fait à 8 jours, etc., très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils ont créé un comité bioéthique. Alors, je vous en parle, et c'est la première fois qu'on en parle, je pense, au grand public. Alors, comité bioéthique, avec donc tous les plus grands philosophes, les plus grands... Et ils écrivent là-bas en page 27 de ce rapport, ils disent comme ça, évidemment, nous ne sommes pas eurocentrés, nous comprenons que nous n'avons pas seulement la culture française et européenne ou belge, nous pensons qu'il y a d'autres cultures et d'autres civilisations qui pensent autrement. Et finalement, leur recommandation de ce comité bioéthique en page 30, il dit, nous sommes arrivés à une recommandation consensuelle. Ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter l'effusion de sang et faire un rituel de passage qui se fera à 18 ans, non genré, pour garçons et pour filles, et sans effusion de sang. Voilà, ça veut dire qu'on revient à Saint Paul, qui nous disait qu'il faut la circoncision du cœur. C'est des gens qui n'ont tout simplement pas... Alors on pourrait appeler ça de l'antisémitisme, ce n'est pas de l'antisémitisme. Simplement, c'est ce qu'on appelle c'est un aveuglement culturel. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent la circoncision comme les mutilations féminines et génitales, ou alors comme les sacrifices humains, ou comme d'autres choses de ce genre. C'est-à-dire malgré le fait que les Juifs habitent en Europe de l'Ouest depuis 2000 ans, finalement, ils ont considéré les Juifs comme des pièces rapportées, qui sont des genres de barbares qui vivent d'une autre... Alors, il y avait dans ce dossier, justement, une criminalisation des Moëls, des circonciseurs et des parents. Ça veut dire que tout à coup, on pouvait avoir des gens, donc des attaques personnalisées, il y a une pénalisation de tout ça. Donc c'est un sujet extrêmement grave. Comme on a fait jusqu'à présent, les 15 cas qu'on a eu aux histoires, on a fait agir soit le président d'État d'Israël qui va appeler Angela Merkel en Allemagne, soit c'est les gens du Congrès américain qui vont écrire, la pression du gouvernement américain sur la Norvège en leur disant « vous faites ça, on va arrêter les accords de libre-échange ». Enfin, ça s'est toujours fait derrière. Et peut-être qu'on pourrait passer à une nouvelle étape, qui serait tout à coup une étape offensive où on commencerait à dénoncer réellement les 2 poids 2 mesures de la Belgique et commencer à dire que vous avez un passif qui est assez lourd, vous n'êtes pas en mesure de critiquer les Juifs et de nous dire qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce que pensent les enfants, parce qu'il y a 50 ans ou il y a 80 ans, vous vous occupiez pas tellement de ce que pensaient les bébés juifs quand vous allez les assassiner ou que vous avez, comme chacun sait, collaboré avec les nazis. La Belgique n'a pas collaboré avec les nazis, mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais effectivement, la Belgique a beaucoup à se reprocher. Il y a beaucoup de travail à faire en Belgique, notamment par rapport aux Juifs. On va repartir à Paris. On va parler de culture à présent. Pour retrouver Anna Papiachvili. Anna, rebonsoir. Vous êtes toujours avec nous. On parle cette fois de la Berlinale. La Berlinale qui est de nouveau au cœur d'une controverse liée au conflit israélo-palestinien. Plus de 80 acteurs et réalisateurs ont signé une lettre ouverte demandant aux organisateurs du festival de se prononcer sur Gaza. On ne peut pas dissocier cinéma et politique, estiment les signataires de cette lettre Miri. Plus de 80 artistes, des acteurs, des réalisateurs comme Javier Bardem, Tilda Swinton ou encore Blanche Gardin ou Adèle Haenel. Et dans ce texte, coordonné par le collectif Film Workers for Palestine, ils appellent la Berlinale, je cite, à déclarer clairement son opposition au génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre perpétrés par Israël contre les Palestiniens. Il critique également ce qu'il considère comme une censure d'artistes prenant position sur le conflit. Alors à l'origine de cette polémique, une déclaration du président du jury, Wim Wenders, c'était un peu plus tôt dans la semaine lors de la conférence de presse d'ouverture. Il était interrogé justement sur la position de ce festival de films concernant Israël et la bande de Gaza, et le cinéaste allemand avait estimé que le cinéma devait, je le cite, rester en dehors de la politique dont
dont il est l'opposé. Une déclaration jugée donc inacceptable par les signataires de cette lettre qui affirme qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, le cinéma et la politique. Alors de son côté, la directrice du festival a tenté de calmer le jeu. Elle a rappelé que les artistes demeurent libres de s'exprimer sans obligation de prendre position sur chaque sujet politique, plaidant pour que le cinéma conserve un espace propre au débat artistique. Il faut tout de même le rappeler, la Berlinale, c'est l'un des festivals les plus politiques dans l'Union européenne. Merci beaucoup Anna Papiachvili depuis nos studios à Paris. Raphaël, on a l'impression qu'on ne va pas lâcher les Juifs et Israël alors qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes acteurs, on les connaît bien. Ils s'affichent avec des kéfiers. Ils profitent de chaque fois qu'on leur tend un micro pour attaquer Israël. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais oui, l'art est politique, le cinéma est politique. Je comprends totalement qu'ils puissent prendre des positions. Et tout simplement, les chiens aboient et la caravane passe. Effectivement, et en sport et en culture, Israël continue de briller malgré tout. Exactement. C'est évidemment le plus important. Allez, on va terminer par cette information. Les mémoires de l'ex-otage Ali Sharabi ont été désignés livre de l'année par le National Jewish Book Awards. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions de littérature juive. Dans cet ouvrage intitulé « Otage », Ali Sharabi raconte son enlèvement, ses longs mois de captivité aux mains des terroristes du Hamas à Gaza et son retour en Israël, la perte terrible aussi de son épouse, de ses 2 filles et de l'un de ses frères dans les massacres du 7 octobre. Voilà, il a été récompensé, un livre qui est un best-seller en Israël et qui a été traduit en plusieurs langues, dont l'anglais. C'est la fin de cette émission. Merci à nos décrypteurs, Dov Maimon. Merci également à vous, David Jaoui. Merci Raphaël Hassine et merci Déborah Benayoun. Merci à vous également devant votre écran d'avoir suivi les décrypteurs. Rendez-vous demain avec Océane Nicole à 18h. Heure israélienne, 17h heure française. Mais restez avec nous, évidemment. L'information continue sur i24 News.